Tiers livre, atelier d'écriture, un cycle qu'on a appelé Outils du roman. C'est la proposition numéro 12, toujours dans le même esprit, des choses très techniques, des petites facettes qu'on explore en essayant d'en préciser les enjeux. Et puis ensuite, on les insuffle dans le travail personnel. Le travail personnel, on pense plus à rien. N'empêche qu'on est plus armé sur certaines des idées. De quoi il s'agit ? C'était déjà la 11, où on a parlé des mains, mais où il était question de logique du sujet. La marquise sortie à 5 heures, allez voir la rentrée littéraire, 85% des ouvrages fonctionnent comme ça, un personnage qui s'appelle un tel, un verbe qui dit son mode d'action, et puis ça continue. On ne touche pas l'origine du sujet, on ne touche pas la loi du sujet dans la phrase. Or, notre perception, notre statut même individuel, notre rapport au mental, depuis Artaud, regardez dans les petites fiches un texte qui s'appelle « Description d'un état physique », une fatigue renversante, centrale. Justement, c'est cette piste-là qu'aujourd'hui on va réouvrir. Alors 12, on ne sera plus sur les mains, on va compliquer, mais on est encore dans cette question, comment le corps peut s'installer comme conditionnant le mouvement de récit, appui du mouvement de récit, et que ce qui est la perception de l'identité, la perception de l'être, la relation aux autres, s'ancre dans cette matérialité du corps. Alors évidemment, ça peut paraître presque une banalité, ça peut paraître une espèce de tenseur commun à des grands monceaux de la littérature contemporaine, et pas n'importe laquelle. N'empêche que si intentionnellement on ne va pas y voir, on ne comprendra pas cette façon d'organiser le sujet depuis, non pas nous qui le déterminons, avec notre tête, avec des pronoms, des tu, des il, etc., mais en quoi cette diction du corps rebâtit un univers. Et c'est pas si facile. C'est pour ça aussi que dans ce grand brouhaha à la fois chaotique, divers, merveilleux de ce qui a surgi sur les mains, il me fallait un petit peu de temps pour reprendre. C'est pas si simple que ça. Mon point de départ pour cette 12, pourtant il était simple. C'est-à-dire, on isole un élément, cet élément artificiellement, arbitrairement, dans cet exercice, on le maintient au premier plan parce qu'on immobilise et on repousse tout le reste. Est-ce que chacun d'entre nous, dans nos biographies, dans nos rencontres, on n'est pas confronté à des situations de corps immobile? Le nôtre, provisoirement, pour longtemps, par accident, ou pas, ou tout simplement être vis-à-vis, face à face de celui ou celle, proche ou moins proche, qui est réduit à cette condition d'immobilité. Ça ne veut pas dire qu'on va entrer dans le drame, au contraire. On va entrer dans une espèce de vie. En me baladant, là, je reprenais La vie matérielle de Marguerite Duras, plein de textes où le souvenir que j'en avais, c'était l'insomnie. Or, il n'y a pas un texte sur l'insomnie. Par contre, l'insomnie traverse l'ensemble des textes. Est-ce qu'il y a un texte sur l'hôpital ? Il y en a plusieurs, mais ils sont conflits avec les médecins, ils sont accueillir son ami Yann Andrea, ils sont les problèmes liés à son manque, à ses emphysèmes. Donc il n'y a pas un texte sur l'hôpital, mais l'insomnie, la condition de la réclusion provisoire. Comment on occupe une journée dans un hôpital ? La nuit, c'est encore pire, mais le jour, avec ses tout petits rythmes d'événements, de petits gestes, de temps, comment on se ralentit soi-même. Il y a ça aussi chez Duras, une très belle nuit avec la mer dans un train et un voyageur anonyme qui disparaît au matin. C'est l'immobilité contrainte du voyage, de l'avion, du train, de la voiture, peu m'importe l'immobilité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Bien, justement, cette distance qui fait que le corps vient au centre parce que le mouvement, le geste, la relation s'éloigne.
même si de la relation, de la parole, des regards, des visites, des échanges peuvent rester, ou l'absence de tout échange. On a tous connu ce genre de situation aussi. Mais précisément, parce qu'il y a cette distension dans le temps, dans le tout petit volume des échanges, tout va devenir distendu, grossi. Et les perceptions sensorielles, les perceptions de ce qu'il y a autour, les perceptions de la relation à l'autre, l'impératif du corps, notre obéissance à ces injonctions qui peuvent être minuscules du corps. Je m'efforce de ne pas donner d'exemples personnels. Je m'interdis les exemples personnels. Et pourtant, c'est mon seul test à mesure que j'avance, c'est de dire, tu as cette idée-là, à quoi elle correspond pour toi? Tu as cette idée-là, à quoi elle correspond pour toi? Mais ça suffit pas. Je ne vais pas arriver là et vous dire, bon, t'es immobile, bon, on peut faire l'expérience. Vous restez au lit ce matin, le sportif au lit, disait Henri Michaud. Pour ça aussi que j'ai pris du retard, j'ai relu plein de Michaud. Mais chez lui aussi, cette question, le mot immobile est toujours là, présent. La question du corps qui se sépare, qui se distend, qui attend, toujours là, présente. Y compris, il y a un texte qui s'appelle « Dans Qui je fus », « Mourir au lit ». Chaque fois, ça m'ajoutait des petites harmoniques, mais pas un texte qui puisse servir de modèle. Et pourtant, j'ai jamais eu l'impression, dans ces 10 jours d'approche de cet exercice, qu'il ne pouvait pas être justifié. Et qu'on était précisément dans le paradoxe de notre travail. C'est-à-dire que ces moments de l'immobilité, de la transition de conscience, ou en pleine conscience au contraire, c'était présent partout. En même temps, ce n'était jamais le centre du travail. Nous, on le prend provisoirement, le temps d'un exercice, comme centre de nos modes de récit, nos modes d'énonciation. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver de récit là-dedans? Prenez Marcel Proust, vous savez, 3000 pages, 12 chambres, je pense, en tout cas 8 principales, et pour ces 8, un récit qui est récurrent, c'est Comment je m'endors, à Doncières, à Combray, ou Comment je me réveille, à Balbec. Donc cette question du corps immobile, cette distension de la conscience et du corps qui révèle le contexte, qui rapporte toutes les sensations liées à la nappe temporelle de cette période, chez Proust, c'est structurant, c'est totalement générateur. Toujours dans ces modes d'approche, je n'ai pas gardé grand-chose de mes 6 ans d'enseignement à l'école d'art. 60 ans, 66 ans. T'es convoqué à la sécurité sociale, ça va pas votre papier, on a l'impression que vous devenez salarié pour vos 60 ans. Ben oui monsieur, je deviens prof pour mes 60 ans, puis 66 ans, limite de la fonction publique. Au revoir, j'ai gardé, quelques-uns des mémoires que j'ai travaillé avec les étudiants. J'en ai une bonne dizaine. Ça, je les considère comme des œuvres à part entière, même si les œuvres qui vont venir sont loin derrière. Celui-ci, je lui avais promis qu'on n'en parlerait jamais sur Internet. Donc je n'en parle pas sur Internet. C'est petit, ça s'appelle Pas de courant. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait que pendant tout un hiver, cette étudiante avait décidé de vivre sans eau ni électricité. C'est-à-dire dans une chambre sans chauffage, sans lumière, sans rien pour ni la cuisine, ni l'hygiène. Et comment tu passes ton temps dans les soirées d'hiver? Qu'est-ce qui change à la nuit? Qu'est-ce qui change au réveil? Quand toutes les fonctions, tu vas les réinventer avec l'école, mais qui est loin, prendre sa douche en arrivant, ou que justement tu vas réutiliser la ville pour ce qu'elle te propose, à la piscine par exemple, justement pour les douches, ou installer une petite bougie. Et quand tu lis simplement avec une bougie, est-ce que tu lis la même chose? Comment ça te change, par exemple, ce que tu vas demander à la poésie? Quel rapport au temps si tu as froid? Est-ce que tu lis aussi longtemps ou pas? Est-ce que tu dors plus ou pas? C'était ça son mémoire. Et on cerne, on met les petits cailloux.
Alors je suis allé voir aussi chez mes Américains, chez- puisque John Garner là, est un petit peu l'appui symbolique, je suis retourné voir dans ce livre qui s'appelle Now Right. Vous savez que c'est une collection, j'en ai plusieurs sur le fantastique, sur le fantasy, sur l'écriture des mystères. Et j'aime bien celui-ci parce qu'il y a une quarantaine d'auteurs qui tous, évidemment, ou toutes, sont impliqués, qui tous sont évidemment auteurs publiants, mais aux US, tu n'en vis pas. Et c'est cette relation au creative writing qui elle, est très large, qui pour la plupart change ce rapport, mais pour un musicien, on n'en fait pas une montagne. Un musicien, il joue et il partage son apprentissage, communique son apprentissage, même s'il est jeune. Bon, aux US, ce changement de paradigme, ça s'est effectué. Donc là, il y en a une quarantaine qui parlent simplement de leur exercice préféré. Ils disent un petit peu comment ils conçoivent le creative writing. Et l'éditrice, Sherry Ellis, que je ne connais pas plus que ça, réorganise le livre sur les questions du personnage, sur les questions des situations, sur les questions de développement, sur les questions... Bon, elle fait son job, elle le fait bien, et elle insère ces 40 invités dans l'endroit qui leur correspond le mieux. Et j'ai trouvé plusieurs, c'est-à-dire que cette question de travailler sur l'immobile, c'est-à-dire vous ralentissez le temps, si on ralentit le temps, ça va plus doucement. On travaille sur une distension, dans cette distension des perceptions, dans cette distension de la mise en théâtre des paroles, dans la distension de la relation à vos propres perceptions et à l'épaisseur, au temps organique du corps. Bien, c'est sous-jacent chez plein et plein et plein. C'est-à-dire, la littérature ne fonctionne pas, évidemment, à partir de ça, uniquement, encore que la métamorphose de Kafka, encore que Bartleby. Mais cette fonction de la distension, de l'immobilité, comme chez Proust, même si chez Proust c'est toujours une rétention, une expansion, et que c'est ça qui organise la respiration de l'œuvre, c'est une instance qui précisément nous enjoint de la travailler comme telle. Alors en regardant celles et ceux qui ont travaillé là-dessus, là, Mitchell et Herman, qui enseignent où elle à l'Ohio State University, elle propose un exercice qui s'appelle What's Under the Surface. Il y a quoi sous la surface? On va pas plus loin avec elle. Mais vous voyez que c'est son chemin à elle de venir à cet endroit que je vous propose. Un peu plus loin, j'ai une autre Mitchell Brooks, qui elle enseigne à Baltimore, apparemment. Elle, son exercice, ça s'appelle un serpent dans le tiroir. C'est-à-dire, tu as la pièce, l'endroit où tu es, tout paraît calme, tout paraît tranquille, mais attention, il peut y avoir un serpent dans le fond de la commode. Son approche, on va pas plus loin, mais je regarde encore un peu plus loin, je trouve John Smolens, qui lui enseigne à la Northern Michigan University, et lui, son titre c'est Be the Tree. Sois l'arbre. Le temps de l'arbre, l'immobilité de l'arbre, la verticalité de l'arbre. Moi j'étais plutôt dans des projections horizontales, mais Duras, quand elle parle de ses insomnies ou de l'hôpital, elle est toujours en mouvement, personne n'arrive à la contenir. Sois l'arbre. Eh bien, dans cette injonction d'immobilité, qu'est-ce qui change? Tu ne peux pas agir. Tu peux percevoir. Bon, il y en a qui vont me dire que l'arbre interagit, etc. C'est pas ça la question. C'est précisément, y compris dans la paralysie du rêve, mais c'est pas ça notre piste aujourd'hui. Si tu es l'arbre, qu'est-ce qui change à ta perception? Pas plus. Juste arrivé, c'était le dernier. Brett Anthony Johnston, lui qui enseigne à quel endroit? À la Harvard University.
Vous imaginez en France, si dans toutes ces universités qui sont le quart prestigieuses de ça, on prenait des auteurs de 30 ballets, 40 ballets pour leur dire allez, amène tes exercices. Et lui, qu'est-ce qu'il apporte comme exercice préféré? Like water for words. Essaye, juste sur un texte, que tes mots soient comme de l'eau. Je ne vais pas plus loin avec ça. Mais vous voyez l'idée, c'est ce qui, au moment d'approcher, à quel moment tu déclenches ce qui, moi, est mon exercice. Qui je suis dans ces cycles. Précisément une mise à l'épreuve qui est à quel moment tu te sens prêt à partir dans l'énoncé, le temps où tu appuies sur la touche record, qui sera l'énoncé d'un protocole d'écriture. C'est-à-dire, je ne suis pas moins écrivain que vous tous et toutes qui participez. C'est pour ça qu'il se passe des choses ensemble. Simplement, moi, ma contribution et mon propre texte, c'est ouvrir cette fissure qui pourra être celle de l'écriture, donc du protocole. C'est pas quelque chose que je considère comme de la pédagogie ou quelque chose qui soit un sous ou un dessous de l'écriture. Vraiment pas. C'est une autre question. Alors, il me manquait quoi? Donc j'en étais à cette soupe qui commençait à prendre. Il me venait cette idée de journal du corps. C'est quelque chose qui unifierait. J'ai relu du Daniel Colobert aussi. Dans les fiches, il y a une fiche sur laquelle on avait bossé l'été dernier. Un texte qui commence par « J'ai une mer intérieure, pas plus grande, mais elle m'emplit tout entier. Ce n'est pas une eau tranquille, dormante, comme on dit. Suivant les jours, les heures, elle se gonfle, me secoue. Elle suit le rythme des marées, les miennes. Les vagues montent et roulent dans ma tête. Elle se rue sur mes digues. Elle frappe de toutes ses forces. » C'est la mer intérieure de Daniel Colobert. On s'en était servi pile 1 an et c'était formidable, magnifique. Donc j'étais dans l'idée de fragments du corps. De fragments, c'était pas encore ça. J'étais plus dans l'idée de journal du corps. C'est-à-dire, on installe cette situation. Elle n'est pas forcément autobiographique. Elle peut être celle d'une confrontation. Elle peut être celle, tout simplement aussi, de la fiction, avec les personnages qui sont déjà dans vos textes. Des personnages autobiographiques ou des personnages inventés. Avec le nombre qu'on est, ce qui est formidable, c'est qu'on a toute la gamme. C'est pour ça aussi que ça nous a déjà emmené plus loin qu'on avait prévu, cet atelier. J'en étais juste à ce que cette situation, les comprendre dans la totalité du spectre de ce qui est déjà dans les textes de l'ensemble de l'atelier, et pas simplement ou forcément un retour autobiographique, encore qu'on a tous et toutes en mémoire de ces moments de rétention physique. Et l'expérience d'Artaud, elle est toujours devant nous, pas derrière. Michaud est toujours marchant devant nous. À chaque fois qu'on se retourne vers Michaud, on s'aperçoit qu'il a déjà fait ce pas-là en avant et qu'il est un petit peu juste devant nous. Et cette histoire de journal du corps, c'est-à-dire, on établit cette durée liée à cette situation, et dans l'épaisseur de cette durée, qu'elle soit 3 heures d'insomnie, qu'elle soit 3 jours d'hôpital, qu'elle soit une nuit ou un voyage de 10 heures en avion, si vous allez à comme c'était merveilleux quand on pouvait partir à Tokyo ou Hong Kong ou San Francisco. Bon, je suis pas allé partout. Simplement de déployer la temporalité de ces perceptions du corps. Mais ce qui me manquait, c'était la clé pour que ces fragments deviennent sujets. Retour au début de la vidéo. Que le corps devienne sujet de son énonciation. Et là, je crois que c'est ce bouquin qui m'a donné le déclic final, avec des mots comme de l'eau. Cette histoire de l'arbre, cette histoire de en dessous la surface, et cette histoire des mots comme de l'eau. Vous voyez, comme les Amerlocs qui travaillent avec juste ce petit bout de détail. Mais moi, journal du corps, mots comme de l'eau, à ce moment-là, je crois que j'ai commencé à piger
ce que j'attendais. C'est-à-dire que ce journal, il fallait l'empêcher de reconstruire une hiérarchie linéaire de récits. Il fallait empêcher ce journal du corps de redevenir ou d'être rechargé par votre autorité d'auteur. Je fais exprès le pléonasme. Et c'est pas si facile que ça. Que la position sujet de l'auteur, si elle aborde l'immobilité de l'autre, elle se prive d'en faire l'énoncé sujet. J'ai vraiment une image qui me reste tellement fort. Mais on perd pas sa mère tous les jours. Et la dernière fois qu'on la voit, dans cette paix du départ, qu'est-ce que c'est étrange. Je crois que c'est ça que j'appelle là, dans cette 12. Et j'aurais pas voulu en parler. En tout cas, ça fait 2 mois que ça m'obsède. Alors là, me revenait Samuel Beckett. Alors me revenait d'abord Malone meurt, dont j'ai eu une fiche avec un long extrait de Malone meurt, lorsqu'on en avait parlé sur les noms. Vous savez qu'il y a cette famille Louis qui débarque. Mais c'est quoi Malone meurt ? Eh bien, Malone, il s'applique à lui-même l'exercice de Henri Michaud. C'est-à-dire, il est dans un lit et il meurt. Malone a décidé de volontairement raconter son récit de mort, là, dans son lit. Et c'est pas des choses qui sont des bizarreries. Je sais qu'il y a des Nantais dans le groupe. Vous savez qu'au musée des Beaux-Arts, quand vous allez à l'arrière, il y a cette chapelle. L'œuvre n'est pas tout le temps dedans, mais ils ont acheté une œuvre vidéo à Bill Viola. Et c'est le triptyque de Bill Viola. Il y a le moment d'une naissance, son propre fils ou sa propre fille. Et puis, il y a avoir filmé l'agonie de sa mère. Alors bien sûr, c'est pas une question de charger l'exercice avec des choses de cet ordre-là. C'est que cette question de ce qu'on demande au langage, quand le langage devient corps ou que le langage part du corps, eh bien, il y a des limites qui sont très loin. Le triptyque de Bill Viola est profondément, indiscutablement, absolument une œuvre esthétique, de la même beauté qu'un Michel-Ange ou d'un Rembrandt. Mais c'est pas ça la question. Malone meurt, un homme est dans un lit et meurt. Oh, il prend son temps, il prend tout le livre. Mais simplement, on avait encore cette linéarité de phrases. Et Beckett, il nourrit, donc il appelle, et donc il appelle les familles, il appelle les paroles, il appelle les histoires, les trucs du passé, etc. C'est magnifique, Malone meurt. Mais j'avais l'idée, mais ça ne me donnait pas le dernier élan qu'il me fallait pour cette 12. Alors j'ai repris Tête morte. C'est des histoires qui sont parfois 5 pages, 6 pages. Imagination morte, imaginée. Mais imagination morte, imaginée, il n'y a pas de virgule, c'est rien. Nulle part trace de vie, dites-vous, pas la belle affaire. Imagination pas morte, si bon. Imagination morte, imaginée. Île, eau, azur, verdure. Fixée, muscade, une éternité, taisée. Jusqu'à toute blanche dans la blancheur, la rotonde. Et c'est pareil pour Bing, corps nu, blanc, fixe. Bing, ailleurs, corps... Je me trompe, je ne l'ai pas appris par cœur. Tête, boule bien haute, yeux bleus pâles, presque blanc fixe, face, silence dedans. Hop, ailleurs, ou de tout temps sinon su que non. Seuls les yeux bleus, inachevés, donnés, trou bleu pâle, presque blanc, seule couleur fixe, face. Tout su, tout blanc, face blanche rayonnante. Bing, murmure à peine, presque jamais une seconde, etc., etc. Grand texte, immense texte. Mais là, c'est trop funambule. Et c'est celui-là que je voulais vous proposer. C'est celui-là dont je vous ai mis quelques extraits dans les fiches. En tout cas, ça sera fait d'ici ce soir. Pourquoi ? Parce que comment c'est d'abord cette notion de sujet, on l'a en plein. Il n'y a pas la marquise qui sort à 5 heures. Il y a comment c'est. Cette chose extérieure, implacable, mais qui concerne aussi le corps. Comment c'est ?
eh ben débrouille-toi avec ça. Et ce sont que des fragments sans ponctuation. Et je crois que ça fait toujours du bien. Alors on va recroiser le cycle de l'été dernier qui s'appelle Pousser la langue, parce que cette question du sans ponctuation, il faut toujours y revenir. Et je crois que bon, c'était pas prévu. Donc pour moi, outil du roman, ça voulait dire on choisit les thèmes et chacun reste dans sa langue. Je crois que ça va être un petit peu obligatoire quand même de revenir à ça. C'est-à-dire la physique du livre. Regardez, 3 lignes et demie, 6 lignes, 5 lignes, 4 lignes, 1 ligne, 2 lignes, 4 lignes, 6 lignes, etc. Et là, combien de fois j'ai rouspété en disant que ça ne se fait pas de laisser une ligne blanche et un fragment. Eh bien aujourd'hui, rattrapez-vous, faites ça tant que vous voulez. D'ailleurs, vous allez voir, aussitôt après la 13, on va changer de braquet pour cette question-là. Bloc. Là, le bloc, c'est le paragraphe. Et le livre, c'est la suite des paragraphes. Alors attention, vous, évidemment, quand vous m'envoyez les textes, sautez une ligne, laissez une ligne en blanc. Ça facilite en plus pour la mise en ligne sur le blog. Après, moi j'ai bien connu le gars qui travaillait aux éditions de Minuit, qui a collaboré avec Jérôme Lindon pendant quasiment 30 ans, il s'appelait Jérôme Capdenac. Et ce gars, je me régalais chaque fois. Puis lui était tout surpris parce que c'était pas beaucoup d'auteurs de chez Minuit qui s'intéressaient à ce qu'il racontait de la typo. Il avait été imprimeur avec Lindon avant les éditions de Minuit. Et Capdenac, quand il compose ça, il ne s'agit pas de sauter une ligne. Si vous prenez votre petite réglette, je trouve toujours... Si vous prenez l'outil premier essentiel du typographe et du mécanicien ajusteur, qui est la réglette, vous pouvez mesurer que ce qui se passe le blanc entre deux paragraphes, nous, comment on fait sur Word ou InDesign? Eh bien, on fait un style, et on rajoute un style qui s'appelle blanc. Vous avez un style pour les couvertures, un style pour les exergues, un style pour les notes de bas de page. Eh bien, vous faites un petit style qui s'appelle... Je ne vous demande pas de le faire, ça sera notre boulot. Mais je veux dire que cette question de la ligne blanche entre deux paragraphes, si on la considère comme un fait esthétique, important de penser qu'elle est elle aussi typographiée. C'est-à-dire que moi, en général, comment je fais sur une ligne, par exemple, si ça fait sur une police de 14 et qu'on met 19 points pour régler l'interligne, ici, je ne vais pas sauter, je vais installer ligne blanche, mon style ligne blanche, mais mon style ligne blanche, je mettrais comme si c'était une toute petite police de 9 avec 2 pixels avant, 2 pixels après. Et au lieu du 19 qui sépare les deux lignes, j'aurai quelque chose comme 14 qui va venir ici, et on ne va pas perdre la rythmique générale de fragment à fragment. Je me perds, mais je pense que si on y pense, cette question du fragment qui coule comme de l'eau, elle va être importante. Alors vous verrez que dans Commencer, si vous avez le livre et que vous le lisez, vous verrez que je vais, dans mes petits extraits, le distordre. C'est-à-dire, je me prendrai... Là, il y a une histoire, il y a des personnages. Un être qui s'appelle Pim. Tout seul, Pim, tout seul avant moi. Rêvation, alors ça, moi, mais non rêvassé. Moi, Pim, bom, à venir penser, moi, pas... Mais par contre, il y a toujours ce travail de chaque fragment sur le corps du narrateur. Ou comment le corps du narrateur se substitue au narrateur. Et là, on y est dans l'exercice. Ma voix s'en va, elle reviendra. Ma première là-haut, non plus la vie de Pim, là-haut, jamais été, jamais parlé à personne, jamais tout seul, des mots muets, aucun son, je veux bien. Bref, mouvement du bas, grande confusion, comment savoir? Ça, c'est un paragraphe un peu long, mais est-ce que je peux en trouver par hasard Donc brusque écart à gauche, c'est mieux. 45 degrés, 2 mètres, ligne droite, telle la force de l'habitude, puis à droite, angle droit, et tout droit, 4 mètres, cherche chiffre, puis à gauche, angle droit, en avant, au cordeau, 4 mètres, puis à droite, angle droit, avait ainsi de suite jusqu'à... Ma journée, ma vie, comme ça toujours, les vieux mots qui reviennent, plus grand-chose seulement que je me réacclimate puis dure jusqu'au sommeil, ne pas s'endormir fou, ou alors ce n'est pas la peine.
Il ne faut pas trop faible, d'accord. Si on veut faire plus faible, non. Il faut le plus faible possible, puis plus faible encore. Je le dis comme je l'entends, chaque mot toujours. C'est-à-dire, l'histoire du paragraphe non ponctué, on peut le regarder de façon fractale, de façon encore différente. Est-ce que ce n'est pas simplement, toujours dans cette idée des mots comme de l'eau, ce petit flux, ce petit flot sur chaque paragraphe, juste comme un mot. Et juste que cette suite de mots qui concerne cette réalité du corps immobile, qu'on la développe dans son mouvement intérieur. Je crois que je suis au bout. Où je ne peux pas vous aider, c'est... Où je ne peux pas vous aider, c'est la situation de départ. Est-ce qu'elle est déjà dans les textes présents, dans les exercices déjà réalisés? Est-ce qu'on va le chercher dans le passé, dans le souvenir? Est-ce qu'on va le chercher dans la fiction du personnage ou dans le rapport autobiographique qu'on développe même de façon abstraite et totalement séparée de son socle autobiographique? Ça, c'est à vous. Vous le savez. Essayez d'être proche simplement de votre nécessité. Sachez que, quel que soit le rapport intime que vous avez à cette situation précise, le côté formel de ce qu'on va travailler, le côté disjoint des paragraphes va être votre protection. Nous, on verra rien de tout ça. Nous, on verra ce qui concerne notre corps à nous dans la même situation, dans la même projection, que ce soit le personnage ou que ce soit présenté comme expérience intérieure, pour reprendre le beau titre de Georges Bataille, ou cette fatigue renversante centrale dans Description d'un état physique d'Antonin Artaud. Allez vous balader un peu dans Commencer de Beckett. Prestement, comme d'un bloc de glace ou chauffé à blanc, ma main se retire, reste suspendue en l'air un bon moment, s'évague, puis lentement redescend, se repose ferme, voire légèrement propriétaire, déjà à plat sur les chairs miraculeuses, perpendiculaires à la fente, le moignon du pouce et les éminences sur la fesse gauche, les 4 doigts sur l'autre, la main droite. Donc, nous ne sommes pas encore tête bêche. C'est vrai que c'est très complexe comme texte. Moi, il y a toujours 2 phases. Il y a la phase de l'impro, où tu ouvres en fait le chemin qui t'amène à ça et pourquoi il y a besoin de ça. Ça, pour moi, c'est sûr. C'est trouver des formes qui vont permettre au corps d'être l'instance même de la narration, indépendamment de notre médiation octoriale ou de la médiation narrative par un sujet. Et là, ça recoupe tous les bouquins qu'il y a là. Raymond Carver, par exemple, il y a plein de choses là. Par contre, mon job, c'est ça. Surtout pour être tous ensemble dans ce qui se construit. Cette forme-là, une fois qu'elle est venue, je n'ai pas pu faire marche arrière. Des fragments sans ponctuation, des blocs paragraphes, chacun comme un fragment d'éléments liquides. Ce qu'il y a avant, j'en sais rien. Ce qu'il y a après, j'en sais rien. Chaque fragment instruit une situation corps, un instant corps. Le référent peut être complètement distendu ou infiniment concentré. C'est pas la question. Mais d'utiliser ça, ce fragment journal corps non ponctué comme de l'eau. Et puis on continue. Fragment journal corps non ponctué comme de l'eau. Et on continue. Et ça fait 2 lignes ou 4 lignes ou 10 lignes. Et on est dans des blocs de prose, s'il vous plaît. Si on ne se donne pas l'injonction de la prose, on ne sera pas ensemble. Et c'est un enjeu formidable, c'est un enjeu majeur. Assez pour la 12. On va très vite passer à la suivante. Il y en a qui se plaignent que ça ne va pas assez vite. Tout de suite.